Bonsoir, merci beaucoup d'être là ce soir. Je suis toute seule parce que Dominique Cabrera sera là uniquement pour la fin du film, pour venir animer le débat avec moi. Du coup, je ne vais pas faire très long, mais juste peut-être rappeler à tout le monde que du coup, on est au cinéma La Clé, qui est un cinéma autogéré, entièrement, les séances sont entièrement gérées par des bénévoles, donc on remercie, qui sont à l'accueil, au bar, à la technique et à la programmation. Et tous les soirs, ça roule comme ça. Et si ça vous intéresse, tous les premiers samedis du mois, il y a une réunion d'accueil pour expliquer le projet et éventuellement rejoindre du coup, cette grande équipe de bénévoles. Et voilà, on a ouvert il y a 2 semaines et qu'on est vraiment très contents et contentes de voir que tous les soirs, du mercredi au dimanche, il y a toujours autant de gens qui répondent présents et présentes. Le film que vous allez voir, du coup, c'est un film qui est contemporain puisqu'il est sorti cette année. Il est même, depuis ce matin, nommé César du meilleur documentaire, qui est un film de Dominique Cabrera, qui est une grande cinéaste française qui a fait des films à la fois de fiction et de documentaire depuis près de 30 ans, 40 ans, qui nous a beaucoup soutenus, qui est déjà venu présenter ses films pendant la période de l'occupation, et du coup ça me fait très plaisir de passer ce film ce soir, qui voilà, c'est une grande enquête sur... Enfin, vous verrez, j'ai pas spécialement envie de vous le présenter, vous verrez bien, et on en parlera après avec elle. Voilà. Bonne séance. Merci beaucoup pour ton film. Merci beaucoup d'être venu, parce que j'espère que... Ouais. Ça va très bien, ils m'ont donné un verre de vin et des pâtes. Là. Ça va beaucoup mieux. Voilà. Dominique arrive en train, exprès pour la soirée, qui ne devait peut-être pas forcément être avant vendredi. Tout va bien. Très bien. Du coup, peut-être avant de... Surtout quand je vous vois, là, vos visages merveilleux, c'est trop bien. Peut-être avant de vous laisser la parole, parce que l'idée c'est aussi de faire circuler le micro, peut-être pour commencer, du coup tu es venu ici à La Clé il y a 5 ans, je crois. Je ne sais plus quand c'était. Il me semble que c'était... Bon, je sais que c'était il y a 5 ans. Tu étais venu présenter tes journaux filmés et tu m'avais dit je fais un film sur le 5e permis à jeter. Sûrement, oui. Oui. Et je me souviens, c'est déjà super intéressant. Et voilà, le film a existé. Ça c'est... Des années plus tard. Oui, puisque j'ai commencé, en fait, là, le début du film, donc, que vous venez de voir, c'est 2018, donc c'est l'exposition Marker à la Cinémathèque. Voilà, 2018, Jean-Rive voit La Jetée projetée, qui était projetée en continu donc pendant l'expo, et publie ce truc Facebook. Et là, moi, je commence à me dire, mais oui, il faut que je fasse ce film. Et vloup, voilà, et ça a duré, ça a pris jusqu'en, je pense que je l'ai fini en 2024, quoi, un truc comme ça, tu vois. Là, on est en, oui, c'est ça, oui. Oui, donc ça a pris pas mal de temps. Vous le savez bien, ça prend du temps, tout prend du temps. Mais je crois que, en fait, j'ai compris, là j'anticipe ta question, j'ai compris, enfin j'ai été happée, en fait, par cette histoire, vraiment, quand j'ai vu la date, en fait. Parce que je n'étais pas totalement consciente de la date exacte du tournage de La Jetée. Donc j'ai regardé sur Internet, hein. D'ailleurs il y avait une erreur, il y en avait qui disaient 61, 62, puis j'ai bien vu que la date de tournage c'était 62, et là, c'est là en fait que j'ai été happée par cette histoire, parce que, vous l'avez compris en voyant le film j'espère, c'est que 62 pour moi, petite fille qui vit l'exil de sa famille, 62, voilà, c'est une date que j'ai entendue toute ma vie, quoi, avec ma date de naissance et le 10 mai 81. C'est des dates qui sont, voilà, plus ou moins, voilà, c'est des dates historiques, quoi, d'une certaine façon. Puis des dates personnelles. Donc c'était une date historique et une date intime, comme vous avez pu le percevoir dans le film. Et là, quand j'ai vu cette date, là, j'ai senti que c'était pas seulement quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire du cinéma, ce que c'était vraiment, quoi, mais c'était aussi quelque chose de singulier, d'intime et d'extraordinaire dans l'histoire de notre famille, dans ma vie, quoi, et dans leur vie à eux aussi. Et là, j'ai été happée, quoi.
Et avant de faire ce film, tu peux nous dire aussi quelle place avait Chris Marker dans ta vie de cinéphilie? Oui, c'est vrai que, oui, en plus, il avait une place. Il avait une place parce que donc, quand j'ai commencé à vouloir faire des films, moi j'ai fait une école de cinéma et puis j'étais un peu perdue, quoi, il faut bien le dire. Puis un jour j'ai eu une idée de film. Et là, j'ai eu une idée de film, c'était au Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie, où mon frère travaillait avec un metteur en scène, d'ailleurs qui a une pièce en ce moment à Paris, Ahmed Madani, très, très bon metteur en scène, voilà. Et donc à ce moment-là, ils étaient en train de monter une pièce de théâtre qui avait comme fond de scène un immeuble muré. Donc moi je vais les voir et je me balade dans l'immeuble muré, là j'ai la vision d'un film. Voilà, juste la vision d'un film. Et quelqu'un me dit, il faudrait un producteur. J'étais vraiment un peu... voilà. Et un producteur, tu devrais aller à Iskra. Moi, je ne savais pas ce que c'était Iskra. Et donc, je vais à Iskra. Et Iskra, en fait, c'était la société de distribution d'abord et ensuite de production que Chris Marker, Alain Resnais, Agnès Varda avaient fondée pour distribuer un film collectif qui s'appelait Loin du Vietnam, qui était contre la guerre du Vietnam. Donc, ils fondent cette société de distribution. À ce moment-là, en fait, c'était une période assez florissante pour la distribution des films militants. Voilà, ils fondent cette société de production avec une copine de Chris Marker, Inger Servolin, et elle devient ensuite société de production. Moi, je vais à Iskra pour essayer de fabriquer, de trouver des alliés, en fait, pour faire ce film dont j'ai eu la vision. Et là, je rencontre quelqu'un dont j'ai compris plus tard que c'était le premier film en tant que productrice. Et elle me dit d'accord. Et voilà, et je me mets à essayer de fabriquer ce film pendant 3-4 ans. Et donc, à ce moment-là, je fréquente Iskra. Et là, il y a une sorte de fantôme qu'on ne voit pas beaucoup, mais dont on voit les dessins sur les murs et puis les bobines de films, en fait. C'était des boîtes en fer à ce moment-là avec des scotch, avec les titres des films. Et c'était Chris Marker. C'était Chris Marker qui était l'espèce de fantôme, en fait, déjà, mais fantôme qui était là, quoi. Et lui, il aime bien ce que je fais, il me trouve sympathique, il aime le film que j'ai fini par tourner, et donc je le rencontre un peu. Et à ce moment-là, Jean-Pierre Thorne, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, Jean-Pierre Thorne, il a été un jeune cinéaste qui a décidé en 68 de devenir un établi, qui a été travailler à l'usine et qui 10 ans plus tard s'est remis à faire des films et a voulu revenir dans le cinéma. Et il est revenu dans le cinéma en travaillant entre autres avec la CFDT. Il est devenu conseiller du audiovisuel de la CFDT. Et là, Jean-Pierre Thorne, qui connaissait Chris Marker, fait une sorte d'intermédiaire entre Chris Marker et la CFDT pour que Chris Marker réalise un film pour le bicentenaire du syndicalisme, 1984, enfin pour le centenaire du syndicalisme. Et Chris Marker, là ils se disent, elle est complètement dingue. Je vais y arriver. Donc, et Chris Marker, qui est assez génial, et s'il n'y avait pas eu Jean-Pierre Thorne, il n'aurait pas pu faire de film avec un syndicat, je pense. Et donc, Chris Marker imagine qu'il va faire un film, non pas pour le centenaire du syndicalisme, 1984, mais il imagine que ce sera pour le bicentenaire du syndicalisme. Et que ce film, que vous pouvez trouver sur Internet, voilà, vous pouvez le voir là tout à l'heure en rentrant, s'appelle 2084. Et il imagine ce que sera le syndicalisme en 2084. Et il tourne son film dans une salle de montage. Ah, j'arrive. Dans une salle de montage. Et moi, je suis là autour, quoi. Et je vois qu'il tourne son film dans une espèce de salle de montage où il projette des images, où il y a des écrans. Et il y a les personnes avec qui on travaillait, en fait. Et les gens d'Iskra, les jeunes militants de la CFDT, etc. Et il fait un film avec les trucs qu'il a sous la main, quoi. Moi, je trouve ça merveilleux. Et quand, en 2018, je me demande comment je vais faire un film avec le film génial de Marker, La Jetée, parce que c'était ça quand même mon problème grave. Comment est-ce que je pouvais, moi, faire un film avec un film génial?
sans que mes images ne dégringolent à chaque fois qu'on arrive sur le documentaire. Vous voyez le problème? Là, je me souviens de ce film de 1084. Et là, je me dis, ben voilà, je vais en fait amplifier l'idée de Marquer de la salle de montage, la salle de projection, comme une espèce de cerveau où il y a des tas d'images qui circulent. Et comme ça, je serai dans une ambiance monochrome qui me permettra de mettre les images de la jetée et d'avoir comme une continuité entre les images de la jetée et les images documentaires. Parce que vous vous rendez bien compte que si je vous filme là et que je mélange avec les images de la jetée, bon, pourquoi pas, mais ça va pas. Vous êtes d'accord? Et donc, de cette manière-là, j'ai renoué avec Marquer aussi, pas seulement avec la jetée, mais aussi avec quelque chose de sa manière de cinéaste, quoi. Voilà, et j'ai cherché un lieu pour faire ça, et j'ai d'abord pensé au cinéma Méliès, à côté de chez moi, et je pensais que j'allais faire entrer les témoins, tu vois, dans le cinéma, et faire une salle de projection, enfin, etc. Et construire un décor, quoi. Et puis, j'ai cherché un endroit où regarder la bobine 35 mm que Nadja Ringard apporte de la part d'Hélène Châtelain à la fin du film. Donc, il me fallait une table de montage qui n'abîme pas cette pellicule que personne n'avait vue. Et là, je me suis aperçue, en fait, dans ce film, il y a eu tout le temps des rencontres heureuses, des coïncidences, parce que je pense que c'était l'ADN, en fait, du film. Et donc, je m'aperçois, enfin, je trouve une table de montage 35 mm qu'on veut bien me prêter à l'ETNA, qui est une association qui se trouve à Montreuil également, le centre du monde, à part le 5e arrondissement. Et voilà, et là, quand je vais à l'ETNA pour regarder cette bobine, en fait, hein, c'est la séquence qui est filmée là, bah, je vois que c'est mon décor, en fait. Et que s'ils veulent bien me prêter le lieu, en fait, je pourrais avoir cette salle de montage, salle de projection, salle de recherche, enfin, vous voyez, cet endroit monochrome, on est dans la pénombre, etc., merveilleusement là, parce qu'il y a des outils de travail de l'époque de Marquer. D'ailleurs, ils me disent, tiens, cette table de montage, on a l'impression qu'elle était à Marquer, on croit qu'elle était à Marquer, et aussi des écrans contemporains. Donc j'ai une espèce de voyage dans le temps, en fait, simplement dans le lieu, vous voyez. Et moi, je trouve que c'est formidable, en fait, ce que m'apporte la vie, quoi. Donc, et ils sont d'accord pour me prêter le lieu pendant 2 semaines, et puis un petit peu, enfin bon, voilà. Et ils ont cette générosité-là. Et d'ailleurs, il y a quelques films, donc l'ETNA, c'est une association de cinéastes qui travaillent sur l'art avec du cinéma argentique. D'ailleurs, je crois qu'ils vont faire une programmation ici. Donc, ils développent et ils font des films en pellicule. Donc, pour moi, c'était chouette. Et il y a certains films qu'on voit dans les écrans derrière, là, qui sont des films de cinéastes de l'ETNA. Voilà. Je peux avoir une question, là? Oui. Peut-être tu peux essayer de... Enfin, moi je trouve que le film est impressionnant par toutes les strates et tous les fils qui tirent en parallèle et par toutes les ramifications, et de savoir comment justement elles se sont ajoutées, ramifiées les unes aux autres sans forcément perdre le fil. Enfin, comment tu t'es pas perdu dans le... On s'est perdu, ça a été un cauchemar. On s'est perdu beaucoup. Il y a une monteuse très talentueuse qui a jeté l'éponge à un moment. Enfin, non, ça a été très, très, très difficile. D'abord, les ramifications. C'était le système de Marquer. Je dirais 2 choses par rapport à toute cette histoire de ramification. Une première chose, d'abord, je vais enlever mon manteau parce que là, j'ai un peu trop chaud. En plus, il y a quelqu'un qui me filme tout le temps, c'est horrible. Alors, moi, je fais pas du tout ça. Hein. Moi, je fais très attention aux gens que je filme. Je les filme pas par réfraction, hein, je tiens à dire. Donc, ramification. En fait, le principe de ce film, c'est celui des associations d'idées et d'images. Et je pense que c'est pour ça que c'était un film difficile à faire,
puisqu'il n'avait pas de sujet. Vous voyez bien que là, beaucoup des films qu'on fait, ils ont un sujet. Vous les connaissez, quoi, les sujets. Soit un sujet politique, social, ou alors un sujet dramatique, hein, même dans les films de fiction. Il y a souvent un problème, enfin quelque chose qu'il faut résoudre, etc. Là, en fait, dans ce système, c'était on va chercher quelque chose et on pense que ça peut être intéressant, mais on n'en est pas sûr. On pense qu'il va se passer quelque chose. Et en fait, ça qui était aussi source de beaucoup d'angoisse, évidemment, ça a été, en fait, je pense, la raison pour laquelle énormément de coïncidences se sont révélées. Parce qu'on était dans un mode de recherche qui était une forme de hasard objectif. C'est-à-dire, on pensait, au fond, enfin, c'était pas formulé, d'ailleurs maintenant je le comprends, c'est-à-dire que je pensais que le hasard allait m'apporter des choses qui objectivement seraient le sujet d'un film, qui objectivement créeraient de la poésie, qui objectivement créeraient du sens, quoi. Le hasard des rencontres, le hasard des échos, le hasard de toute cette enquête et des échos entre la vie de Marker et éventuellement la vie de ma famille, etc., que ça allait être une matière cinématographique. J'ai eu cette croyance, en fait, cette espèce même de folie. J'en raconte un peu quelque chose dans le film, mais dans la réalité, c'était bien pire, puisque j'ai passé 4-5 ans avec plusieurs personnes à essayer de trouver, et à trouver, en fait, plein de choses, plein d'échos, et ça nous a passionnés. Et je crois que ça nous a passionnés, c'est-à-dire que pendant toutes ces années, énormément de fois, comme je l'ai raconté à Clem, comme je l'ai raconté à Clem quand je suis venue faire une projection ici, chaque fois que je me mettais à dire « Ah, je vais faire un film sur ta », je me disais « Mais c'est dingue, chaque fois, alors que ce film n'a pas de production, pas de réalité financière, etc. » Ça me passionnait, parce que j'avais cette espèce de croyance que c'était vraiment un sujet, quoi, que c'était... Enfin, un sujet, une occasion de cinéma pour moi. Et dans tous les échos qui ont été générés par cette histoire ont été effectivement extraordinaires. Il y en a un tout petit peu dans le film, il y en a un peu dans le film, vous venez de le voir. Dans la réalité, il y en a eu énormément, quoi. À l'Etna, par exemple, on arrive à l'Etna, il y a 3 chouettes, qui est l'emblème de Marker, qui sont là, un œil, je ne les ai pas mis. Et tout le temps, il y avait des chats, etc. Il y avait tout le temps des trucs comme ça, quoi. Moi, je ne vais pas vous mettre à vous raconter tout ça, mais cette histoire-là, elle était... c'est comme si Marker avait été dans un nœud, quoi. Vous voyez, je pense que c'était aussi sa personnalité médiumique, en fait. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans la jetée elle-même, et lui, dans sa façon qu'il avait d'être... par rapport à l'histoire, par rapport à sa propre histoire, quelque chose de spécial qui favorisait, je pense, les échos et les correspondances. Il était dans le mouvement, on pourrait dire, à l'écart et dans le mouvement du monde. C'est difficile à décrire, hein. Je peux vous dire que ma perception, mais il y a quelque chose qui était juste, quoi. Sinon, il n'y aurait pas eu tous ces échos, quoi. Il était à une place juste. Et donc ça, c'est par rapport aux ramifications, au fait que, par essence, ce film était un film de ramification. Par rapport au mot ramification, je peux encore dire autre chose, c'est que si vous regardez d'autres films de Marker, vous allez voir que c'est son mode de pensée aussi. C'est-à-dire qu'il va essayer de plonger dans une image, dans une séquence, et de faire des détours d'associations bien plus larges que ceux que je me suis permis, et pour arriver à une forme de réflexion qui englobe tout un pan de l'histoire de notre époque, quoi. Donc c'était aussi son mode de pensée à lui, hein, par exemple, quand il découpait, comment dire ça, Marker collectionnait énormément d'images et d'informations. Et il découpait des informations dans des journaux et il les plaçait dans des pages de livres à des endroits qui pour lui avaient un sens. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il inventait une espèce
manière de classer qui était... je ne saurais pas comment le qualifier, mais à la fois géographique et mentalement, qui essayait de faire coïncider différents sens, en fait. Vous voyez un peu ce que j'essaye de formuler. Voilà, et donc moi je me suis trouvée prise là-dedans et j'ai essayé d'en faire quelque chose, quoi, de faire écho avec ma propre histoire familiale. Il y avait déjà quelque chose qui était fabriqué par Marker et dans sa vie, et dans La Jetée, et dans son œuvre, qui était de cet ordre-là, en fait. Il y a du sens. Dans le non-sens, il y a du sens. Et je crois que c'est une des choses qui participe à la joie éventuelle qu'on peut avoir. Peut-être je vais faire avoir ce film, mais moi à le faire, à le fabriquer, c'est-à-dire que c'est la joie de voir qu'il y a des liens. C'est-à-dire qu'on est dans le vide, on a l'impression d'être dans une forme de vide, de solitude, et on y est, enfin on le ressent, de solitude, de chaos, etc. Mais en fait, quand on se met à chercher, il y a des liens entre les gens, il y a des liens entre les événements, enfin vous le vivez, vous le savez. Mais là, on en avait, en fabriquant ce film, la preuve très concrète. Donc ça a créé une espèce de joie, oui. Vous voyez ce que j'essaye de formuler. Et peut-être par rapport à la temporalité, justement, un peu plus concrète du... Oui, alors les strates, film, là... c'est plutôt même, est-ce que, j'imagine, il y a 6 ans, enfin une partie d'enquête, et une partie de tournage aussi, comment justement, est-ce que, tout ce qui se passe à l'Etna, à quel moment c'est à la fin, si tu veux. C'est-à-dire que là, vous le savez, le problème des films, c'est quand même il faut un peu d'argent pour les faire, même s'il n'en faut pas beaucoup. Et donc là, c'était, on cherchait, quoi, l'enquête, j'écrivais un peu, etc. Je tournais un peu avec mes moyens, mais c'était non, tu vois. Personne ne voulait financer ce film. Et tout d'un coup, j'ai reçu un mail de Racha Salti à la Lucarne qui m'a dit « Ah, finalement, ça nous intéresse ». Et donc là, j'ai pu, avec ce point d'appui, en fait, fabriquer un peu de quoi fabriquer ce film, enfin, trouver de quoi fabriquer ce film. Et on a tourné à l'Etna juste avant, en fait, tu vois, de monter. Mais toute l'enquête a duré des plombs. Et donc, par rapport aux strates, à la construction du film tel que vous l'avez vu, c'est vrai que ça a été très compliqué. Il y avait plusieurs choses que je voulais faire exister dans le film. Disons qu'il y avait 2 difficultés. Vous venez de le voir. Hein. L'histoire de Marker et l'histoire de ma famille. Comment mélanger ces 2 histoires ? Première difficulté, finalement j'ai fait comme 2 parties, vous voyez là. Et puis une autre chose qui était importante pour moi et qui a servi, je pense, à construire le film, c'était l'Algérie. C'est-à-dire que 62, ma famille de Pieds Noirs arrive en France. Marker, qui fait partie de la gauche progressiste anticolonialiste, tourne Le Joli Mai. Et là, il filme donc le mois de mai en France, le premier mois du temps de paix. Et il ne nous voit pas. C'est-à-dire qu'il est à Orly, il filme à Orly, il filme des événements qui sont reliés à la guerre d'Algérie, mais il ne filme pas les Pieds Noirs. Dans son champ de vision, ça n'existe pas. Ma famille, ils sont de gauche, mais ils ont perdu leur lien, leur pays, etc. Enfin, même si mon père, comme le dit ma mère, pense que oui, c'est légitime, c'est, comme vous venez de le voir, un grand chagrin. Et donc pour moi, en fait, il y avait quelque chose qui peut-être m'a aidé à construire le film. C'était important de faire exister dans le film à la fois le chagrin que j'avais partagé de ma famille, voilà, ils étaient là, vous venez de le percevoir, et ce chagrin, il a été très fondateur dans ma vie à moi, d'enfant, comme expérience, et aussi faire exister quelque chose de la joie de la libération pour les Algériens. Et ça, je pouvais le faire grâce à l'œuvre de Marker, en fait. C'est là où c'était intéressant pour moi, parce que c'était cinématographique. Puisque les images là, que je montre dans le film, elles viennent des œuvres de Marker. Hein, c'est pas... Et aussi,
du fait qu'il finit sa vie avec Catherine Belkodja, qui était d'une famille franco-algérienne, comme vous l'avez vu, etc., qui était impliquée, en fait, dans toute cette histoire. Donc, essayer de croiser ce que je désirais faire, c'est-à-dire faire exister dans le film à la fois l'histoire de ma famille et aussi les antagonistes, on pourrait dire, c'est-à-dire les Algériens pour qui c'était pas l'exil, mais on rentre à la maison et on est content d'avoir récupéré notre pays. Donc faire exister les deux grâce à l'œuvre et à la vie de Marker, pour moi c'est une manière de construire en fait. Voyez. Et l'autre chose qui était importante pour moi, c'était la figure d'Hélène Chatelain. En plus de tout le reste, hein, vous avez vu bien sûr l'enquête et tout ça, mais la figure d'Hélène Chatelain, ça a été une découverte pour moi. Peut-être quelqu'un là parmi vous pourrait faire un film sur Hélène Chatelain, ce serait bien que quelqu'un le fasse. Parce que voilà, Hélène Chatelain, moi je la connaissais comme héroïne de La Jetée. Elle vit avec Marker cette année-là. Déjà, moi je découvre en fait. Il faudrait qu'on reconnaisse quand même la découverte cinématographique et scientifique. C'est elle qui est là au début du Joli Mai. C'est-à-dire que Hélène Chatelain inspire Marker l'année 62 pour faire 2 films géniaux, La Jetée et Le Joli Mai. Et ça existe à peine dans l'histoire du cinéma. Elle est là avec lui, elle l'inspire. Après, il se sépare et elle se met à vivre avec Armand Gatti. C'est une grande blessure pour Marker, enfin, un chagrin immense. Et elle se met à inspirer Gatti et à travailler avec Gatti et à devenir aussi une très grande traductrice du russe et une passeuse des textes des opposants à la dictature soviétique. Donc c'est une figure extraordinaire, Hélène Chatelain. Elle se met à faire de la formation en cinéma en Sibérie. Là, je rencontre des Russes qui ont été formés par Hélène Chatelain au cinéma. Enfin, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et donc, Nadja Ringard voulait kidnapper le film pour en faire un film, mon film, en faire un film à la gloire d'Hélène Chatelain. Ça, je ne pouvais pas le faire. Mais j'ai essayé quand même de la faire exister, quoi, d'une autre façon, et en particulier de faire entendre sa voix et de mettre son visage âgé, en fait, pas seulement son visage de jeune femme merveilleuse et muette dans La Jetée. Et ça, c'était aussi un mouvement important pour moi, de faire exister un peu cette femme-là. Mais je pense que quelqu'un devrait faire un film sur elle, comme je viens de le dire, parce que c'était quelqu'un d'important. Donc il y a ces 2 mouvements-là, en plus des autres mouvements que vous avez vus, quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un... Mais je dis pas mal de trucs, là. Quelqu'un a une question? Non, là, ils sont sans voix, là. Bon. Allez. C'est quand même mieux de parler avec des gens qui me parlent, là. Il y a quelqu'un qui se dévoue, là. Non? Ah, voilà. Bonjour. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est juste pour continuer sur tous les hasards et les liens qui se font avec ce film, c'est fou, mais je connais Lisa Nick. Formidable! La fille d'Avos. Voilà, et c'est dingue. C'est dingue! Vraiment, 5 minutes avant qu'elle apparaisse, j'étais en mode, ce serait marrant que je connaisse quelqu'un là-dedans. Voilà. C'était super, merci beaucoup. Ah non, mais c'est extraordinaire. Lise, c'est une rencontre merveilleuse. Hein. Et alors, j'aimerais bien qu'elle fasse le test ADN, là, si vous pouvez en parler. Ben oui, non, mais c'est vrai que cette histoire-là, c'est quand même vraiment très intéressant parce que Agnès de Cailleux, qui est une spécialiste de Marker, etc., Agnès de Cailleux, qui est une prof à la fac, qui est une femme exceptionnelle, me dit tu devrais aller voir Jackie Bablé, qui a été la compagne, enfin l'épouse de Davos Anish. Donc malheureusement, donc je vais voir Jackie Bablé, elle est en train de perdre la mémoire, mais je la filme quand même un peu, on déjeune ensemble, etc. Parce que j'ai filmé beaucoup de choses avec mon téléphone avant de pouvoir... Et puis, et au moment où je peux faire le film tel que je le désire, tu vois, c'est-à-dire dans cet endroit, etc., elle a en fait quasiment perdu la mémoire. Mais Lise,
veut bien venir avec elle, Lise, sa fille. Donc, Lise veut bien venir avec elle, et donc c'est les séquences que vous avez vues, et elle essaie de... Voilà, elle et moi, et nous, on essaye de la maintenir dans un présent, quoi. Et elle y arrive, hein. C'est beau, là, elle est là, quoi. Et après, malheureusement, c'est fini, quoi. Elle pourra plus. Et ma mère, malheureusement, non plus, en fait. Elles sont plus là, présentes dans un présent pour pouvoir... voilà, c'est aussi ça, le cinéma, hein. On filme ce qui disparaît, ce qui va disparaître. Et ça a été très, très fort de filmer Lise. Mais Lise, il se passe quand même, il y a deux choses qui arrivent, en fait, en forme documentaire, justement, pendant le tournage. C'est ma mère qui se met à expliquer que ma tante était amoureuse d'un Anish. Bon, vous venez de le voir, ça, évidemment, on ne l'avait pas prévu. Et puis, on voit Davos Anish, néo-sikh sur les papiers. Et Lise passe quand même de « Non, mais vraiment, tu crois qu'ils se ressemblent ?» bah, non, moi, je ne crois pas du tout. Ah, mais lui, là, il ressemble à mon frère, à ton frère. » C'est-à-dire que Lise se met à voir dans les images de notre famille les images de la sienne. C'est-à-dire qu'elle change de point de vue, quoi. Et c'est vrai que ça, moi, c'est une des choses que j'adore au cinéma, quand j'arrive à le vivre, quoi. C'est quand ça bouge, quoi. Quand ça bouge vraiment, et là, on le voit, quoi. On a eu la chance de pouvoir le filmer. C'est 2 fois quand ma mère, tout d'un coup, dit ah, mais non, mais je veux rien dire, elle va encore faire un film. C'est ce qu'il y a de mieux dans ce film. Cette coïncidence extraordinaire. Mais alors, il faut passer un petit coup de fil à Lise. Là, il faut faire un test ADN. Là. Je voudrais faire un épisode. Oui, déjà merci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui continue de vous animer, en fait, parce que dans la vie, non, mais par rapport à cette histoire, parce que ça a l'air de vous habiter encore beaucoup. Comment, pardon? Ça vous habite encore beaucoup, en fait. Oui, c'est vrai, ça m'habite un peu. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous pose la question. Pourquoi ça m'intéresse autant? Pourquoi ça m'intéresse autant? Non, mais vous avez une idée, là? Non. D'abord, je dois dire que il y a une société de distribution, les Alchimistes, donc on a financé ce film avec la lucarne à Arte. Beaucoup, on a fait ce film là, dans les 100 000 euros. Vous voyez, si vous connaissez les budgets du cinéma, c'est pas beaucoup. Voilà, le film passe sur Arte, puis on arrive à convaincre cette société de distribution, les Alchimistes, de sortir le film au cinéma. Et donc, moi, j'ai fait quelques débats, en fait, comme ça, pour soutenir ces distributrices ultra courageuses qui sortent le film sans aide du CNC, puisqu'il n'a pas l'agrément, enfin bon, pas ces détails. Donc, et je pense que peut-être j'aurais dû être actrice. Parce que c'est vrai que le fait d'être là, face à des visages, et à essayer de raconter quelque chose, ça me plaît. Je dois le reconnaître. Ça me plaît beaucoup, j'adore. Ça m'amuse énormément. Alors que je suis très fatiguée, voilà, enfin tout ça. Oh boum, ça repart. Donc ça doit être ça. Et je sais pas, il y a quelque chose dans ce film qui, c'est vrai, qui a touché. Voilà, c'est-à-dire que quand même j'ai filmé mes cousins avec qui j'ai été élevée, ma mère, mon frère, enfin, vous voyez, ma sœur, ces images de famille, plus Marker, plus des visages, enfin, vous voyez, tout ça, c'est des choses extrêmement précieuses pour moi personnellement, outre le fait de vous le raconter. Donc je pense que la conjonction de ces deux choses, le fait de pouvoir faire le clown comme ça devant vous, plus le sujet, pas le sujet, la matière de ce film, oui, ça fait que, encore une fois, j'arrive à vous en parler. Voilà. Je sais pas trop ce que je peux dire d'autre. Ça a touché quelque chose de vraiment important pour moi. Et comment dire ça et alors là, c'est vraiment le cinéma. J'ai fait un autre film là, avant celui-là, avec un cinéaste qui s'appelle Jean-Louis Comolli,
un film qui s'appelle Bonjour Monsieur Comolli. Et Jean-Louis, que j'aimais beaucoup, m'a proposé, juste avant sa mort, de faire 5-6 rencontres avec lui. On allait chez lui, on se parlait, etc. Et filmer. Et à un moment, Jean-Louis dit, le cinéma, c'est un grand théoricien du cinéma, Jean-Louis, il a été cinéaste aussi, etc. Et il dit, le cinéma est un sauveur, un sauveteur de relations. Ah oui, c'est ça en fait, et c'est ce qu'on voit dans ce film-là. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que grâce à toute cette histoire, j'ai filmé quelque chose des personnes que j'aimais beaucoup, quoi. Et dans une forme de relation assez légère, en fait. Il y a aussi là, dans ma vie à moi, parce que vous me posez cette question, quelque chose qui s'est passé. J'ai fait d'autres films autobiographiques, et Clem on a montré ici, mais en fait, c'était des films que j'ai fait en cinéma direct. Je filmais la vie, en fait, vous voyez. Et dans ce film-là, c'est autobiographique, mais c'est pas tout à fait du cinéma direct, parce que j'ai défini des dates et j'ai demandé aux personnes qui sont dans le film de venir. Et donc, en fait, ça a créé quelque chose comme... ils ont été volontaires, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ont partagé davantage que dans d'autres films que j'ai fait comme ça, le film. Ils sont venus, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un moment pour venir. Mon frère a accompagné ma mère à Paris. Enfin, vous voyez, c'est tout un... Mes cousins sont venus. Ils ont été vraiment... Ils ont participé à ce truc-là. Mon cousin a acheté un appareil photo, enfin, ce qui est dans le film. Hein. Vous voyez, ils ont vraiment participé. Ils ont donné du leur, quoi. Ils ont préparé, etc. Et du coup, on a été peut-être plus ensemble que dans d'autres films que j'ai fait avec eux de ce genre. Et je crois que ça vient aussi du fait que le point de départ était assez léger. C'est Jean-Henri s'est reconnu dans la jetée de Chris Marker. C'est-à-dire, c'est pas on va parler de l'année 62, on va parler du chagrin. Vous voyez, le point de départ était assez presque une plaisanterie. Et donc il y a un mélange en fait dans ce film qui m'est donné par la vie de plaisanterie et de gravité à cause de la date, de toute cette histoire, etc. Et ce mélange-là, il a une forme, il me donne une forme de joie, je pense. Voilà, et puis on est arrivé à faire le film aussi. Et c'était très très difficile et ça a été vraiment des hauts et des bas, quoi. Donc le fait d'y arriver, tout simplement, qu'il y ait des spectateurs dans la salle qui sont restés là, etc. Bon là, en plus, nous, on a quand même ce truc complètement dingue d'être nominé au César avec ce film. Bon, alors là, c'était pas gagné au point de départ. Donc voilà, ça crée quelque chose d'assez joyeux, quoi. C'est vrai qu'on est dans un moment particulièrement sombre, et de temps en temps, il y a des trucs joyeux, donc j'essaie d'en profiter. Qu'en pensez-vous ? Et moi, j'aurais une question aussi par rapport à là, ce que tu viens de dire. C'est que j'ai l'impression aussi que ce film, il concentre beaucoup de choses qu'il y a dans ta filmographie, oui, mais en même temps vrai. à un endroit très différent, beaucoup moins tangible en fait, de quelque chose qui j'ai pas vu tous tes filmographies, mais j'en ai vu quand même pas mal. Et j'ai l'impression qu'il arrive à un endroit assez différent et que tu dis que Chris Marker, enfin à la fin du film, tu dis que Chris Marker a étudié le temps, la mémoire et le cinéma. Oui, et j'ai l'impression que c'est exactement ça que fait le film et que particulièrement à ce moment-là, moi j'ai trouvé que c'était à la fois très beau et un peu éprouvant de voir ce film parce qu'on est aussi à un moment où en fait tout ce que dit le film de rapport à nos images, de ce qu'a pu faire le cinéma, de la vérité qu'on cherche dans les images est en train complètement de aussi quelque part disparaître un peu. Enfin, tu as commencé le film, l'intelligence artificielle n'existait pas. Et là, tu le montres à un moment où en fait tout ce que tu as pu faire et cette enquête en fait aujourd'hui, elle serait complètement alors que c'était il y a 3 ans. C'est vrai. Oui, c'est l'ancien monde en fait. Hein. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai, t'as raison. Je sais pas ce que je peux dire de ça parce que moi je n'utilise pas en fait l'intelligence artificielle. Enfin, j'utilise comme tout le monde
sans m'en rendre compte, mais je ne vais pas demander à ChatGPT son avis, ou de m'aider. Vous le faites peut-être, pourquoi pas, mais là, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper pour l'instant. Ça m'ennuie, en fait, je dois dire. Mais donc, je ne suis pas tout à fait dans ce nouveau monde, tu vois. Enfin, nouveau monde, dans ce monde-là, quoi. Mais bien sûr, je vois bien ce dont tu parles. Après, je le vois un peu autrement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, en fait, que j'ai pas réussi à faire dans le film. Plein de choses que j'ai pas réussi à faire, mais une des choses, en fait, dans La Jetée, si vous avez le souvenir du film, si vous le regardez en rentrant chez vous, en fait, Marquet parle de la Troisième Guerre mondiale. Et moi, quand je commence le film, je me dis, bah oui, partout, on ressent qu'on est au bord de la Troisième Guerre mondiale. Donc, je vais essayer de l'inscrire dans mon film. Or, et je n'y arrive pas. Parce que, je sais pas, c'est que de l'actualité, en fait. Ou en tout cas, moi, j'arrive pas à trouver, en termes de mise en scène, une manière de le faire exister. Et donc, enfin, je relis ça. Voilà, je ne sais pas comment le faire, en fait. Comment inscrire le film dans un présent, pourtant que je vis, enfin, cette angoisse, on la ressent tous, hein. Enfin, en tout cas, moi, je la ressens d'un monde qui se détruit, d'un monde où nos valeurs sont complètement subverties, enfin, etc. Et le film de Marquet parle de ça, d'une façon quasiment d'actualité. Enfin, La Jetée, on a l'impression quasiment de l'actualité, en fait, c'est extraordinaire. Et ça, je n'ai pas du tout réussi à le faire exister dans mon film. Quand même, dans le dernier plan, moi j'ai l'impression que c'est ça qui est le film et que, oui, alors, et que ça suffisait presque à justement. Peut-être, oui, peut-être, oui. Oui, enfin, c'est pas exactement la Troisième Guerre mondiale, enfin, mais oui, je vois ce que tu pense dis. que c'est sur ça que ça ouvre. Enfin, moi, oui, c'est vrai, t'as raison. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai l'impression. Bah, j'ai essayé de faire ça. Ça a été une chose importante, là, ce plan-là. Parce qu'en fait, quand je vais à Orly, bah, vous avez compris, qu'est-ce qu'il y a plusieurs visions. C'est-à-dire qu'il y a ma mère, je comprends qu'elle... Moi, je ne savais pas, en fait, qu'ils étaient là pour regarder les pieds noirs arriver. Donc, il y a des personnes qui regardent les avions s'envoler. Eux, ils regardent les avions arriver. Et puis, quand je vais à Orly aujourd'hui, bah, vous l'avez compris, je me dis, bah, il y a aussi des gens qui ne peuvent pas s'en aller ou qu'on renvoie. Et donc, je me dis, je vais essayer de le filmer ça. C'est là, en dessous. Je sais où elle est, la zone de rétention. Mais évidemment, je ne sais pas comment le faire, et je ne suis pas du tout arrivée. Et après, j'ai cherché si d'autres des cinéastes ne l'avaient pas filmé, pour les citer comme archive. Et là, j'ai rien trouvé, mais je me suis souvenue de cette photographie-là, qui était parue dans Libération. Et donc, on a retrouvé c'est un artiste, en fait, algérien, Sadek Bouzani, qui est au générique, qui a fait cette photographie, mais il a perdu l'original, en fait. Donc la photo que vous voyez dans le film, c'est juste telle qu'elle est parue dans Libération. Donc c'est vraiment des trucs ultra fragiles, quoi. Donc moi, j'étais très contente de pouvoir inscrire quand même cette idée-là. Et toi, tu le vois comme ça, mais moi, évidemment, je voyais tout ce que j'avais pas réussi à faire. Mais oui, c'est vrai, t'as raison. Cette guerre dans laquelle on est pris, elle est là dans cette image-là, mais bon, c'est ultra modeste en même temps. En tout cas, oui, c'est vrai. T'as raison, on le voit un petit peu à cet endroit-là. Je sais plus de quoi on parlait là, pourquoi on s'est bien parlé de ça. Oui, l'intelligence artificielle, les images fausses. C'est-à-dire que moi, je fais partie, je parlais de Jean-Luc Comolli tout à l'heure, je fais partie tout un monde de cinéma, en tout cas j'ai aimé le cinéma, avec l'idée qu'il y avait, en particulier dans le documentaire, comme une sorte de pacte avec le spectateur, et en tout cas avec moi-même, d'une forme d'honnêteté, de vérité, tu vois. Bon, voilà, que dans le plan séquence, dans cette manière de filmer, il y a quelque chose qui fait que on truque pas, disons, tu vois. Voilà, ça fait partie du fait que ça sonne juste, je dirais, pour moi. Je ne sais même pas comment le dire autrement. Après, est-ce que je peux faire quelque chose dans ce monde contemporain en utilisant d'autres systèmes? Je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt d'autres qui le feront. Enfin, ça ne m'intéresse pas suffisamment, tu vois, en tant que matière, en fait.
d'aller travailler avec l'intelligence artificielle, d'aller travailler avec les fausses images. J'arrive pas à m'y intéresser suffisamment. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ça. Je suis au café, je filme quelqu'un, je photographie quelqu'un. C'est le moment, en fait, le présent. C'est ça qui me fait bouger, là, qui m'anime, pour répondre à la question de la personne qui était au fond. Ce qui m'anime, c'est ça, c'est le moment présent, la relation présente. Je pense que c'est très intéressant et important d'essayer d'analyser le régime d'image dans lequel on est, mais je ne suis pas sûre d'en avoir les outils, quoi. Enfin, les outils au sens du désir, du mouvement profond, etc. Voilà, j'essaie de répondre à cette question très difficile. Mais peut-être que, justement, enfin bon, je vous dis ce qui me passe par la tête, hein, comment dire, moi je me pose beaucoup la question de qu'est-ce qui peut m'empêcher, à moi et peut-être à d'autres, de sombrer dans le désespoir ou l'apathie. Parce que là, la situation est telle que on a plutôt envie de rester sous sa couette et même de ne pas allumer la radio, quoi, ni quoi que ce soit. Parce que c'est abominable ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression qu'une des choses qui peut aider, c'est les liens dans le présent, les relations, la confiance, je sais pas, enfin quelque chose qu'on fait avec des gens à un certain moment, grand ou petit. Voilà. Et le cinéma en fait partie. En tout cas, tel que j'ai pu avoir la chance de le faire. Dans cette forme d'artisanat, en fait, là, le film, il est ultra artisanal. Et ça crée une situation, d'abord, où il y a peu d'argent, mais donc aussi un peu plus de liberté, et aussi des relations entre des gens, quoi, quelque chose qui tient chaud. Voilà. Je sais pas, vous, qu'est-ce qui vous fait tenir le coup, là, quand même? Vous pourriez dire quelque chose, là? Non, mais sérieusement, parce que là, quand même, ça craint. Personnellement, je ne sais pas si je peux répondre à ça, mais... Si, allez. Qu'est-ce qui me fait tenir le coup? On se dit peut-être... personnellement, c'est de se poser des questions aussi sur le cinéma, mais... Enfin, je sais, en fait, ça paraît un peu absurde de répondre, mais du coup... non, c'est vrai que les relations, les rencontres, et on se dit quand même, je pense avoir un petit peu d'espoir d'essayer de pouvoir mettre une graine dans essayer d'avoir un petit peu moins de violence. Ouais, vous avez raison. L'action, en fait. Ouais. Mais je pose quand même pas ma petite question. Oui, pardon. Mais c'est un peu dur de... Mais en fait, je voulais dire, j'ai beaucoup aimé en tout cas le film, c'était super. Et vous avez parlé un petit peu de la légèreté un peu du film. Et je voulais juste vous demander comment ça a joué un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y avait un petit peu cet humour de vous qui y croyez à fond, et puis nous on est pris dans ce rythme-là, et puis après parfois j'ai l'impression que vous avez des petites chutes avec des gens qui ne croient pas du tout, qui disent parfois ah non, moi je ne vois pas du tout, etc. Et en fait c'était sympa. Et donc comment vous avez joué sur un peu de la légèreté ou sur cette chose-là, si je vois. Et juste une question, c'est vrai que ça m'étonnait en fait, je me disais, mais parce que vous dites que personne n'a voulu produire. Non, j'ai pas compris là. Pardon, vous dites que personne n'a voulu produire le film au début pour l'argent. Enfin, c'est moi qui l'ai produit, mais oui. On n'a pas trouvé l'argent. Oui. Mais vous n'avez pas trouvé l'argent. Si produire le film, je pense que j'aurais pu trouver des gens pour le produire, mais je voulais être vraiment tranquille pour le faire. Okay. Donc, parce que Marker, si tu veux, un peu des tas de gens avaient envie de produire le film. Et moi, j'étais un peu, je veux faire mon truc tranquille, que personne ne m'embête. C'était aussi ça, la fragilité venait aussi de là, je pense. Donc, voilà, mais trouver d'argent au sens télévision, tu vois, tout ça, non, en fait. Alors, pourquoi? Parce que c'était trop personnel. Si tu veux, c'était le mélange entre... C'est pour ça qu'il n'y avait que la lucarne, finalement. Je pense que si j'avais voulu faire un film sur Marker, ou tu vois, quelque chose de plus patrimonial, j'aurais pu le produire plus facilement. Là, je voulais raconter une histoire personnelle, plus Marker, plus... Enfin, c'était... trop personnel en fait. Puis finalement j'ai trouvé la bonne fée, enfin elle m'a trouvé plutôt, la bonne fée de la lucarne. Mais la question d'avant c'était... Ah oui, la légèreté. Alors la légèreté, d'abord, premièrement, mes cousins. C'est-à-dire qu'il y avait
dans leur... si tu veux, ça c'est un truc familial, c'est-à-dire que leur père et leurs oncles, c'était des Espagnols qui se sont réfugiés en Algérie après Franco, et c'était une famille de garçons très marrants, qui étaient très bohèmes, et ils rigolaient énormément, si tu veux. Ils étaient très très rigolos, ils faisaient des tas de blagues, ils étaient vraiment, je sais pas, ils avaient quelque chose de spécial. Il y avait quelque chose de spécial dans leur famille. Et leurs fils, Jean-Marie et Paul, sont moins rigolos qu'eux, mais quand même, ils le sont pas mal. Voilà, et ça, c'était leur humour qu'on a filmé. Mon cousin, enfin, bon, vous venez de le voir, quoi. Ils ont quelque chose de... Ils ont le sens de l'humour. Et il y a un moment où j'ai compris, dans le montage qui a été si compliqué, il y a un moment où j'ai compris que je pouvais me moquer de moi-même. Et ça, c'est arrivé quand même assez tard. Et ça m'a vraiment aidé à un certain moment de me moquer de moi-même. Et voilà, je pense que la légèreté, elle est venue de là. Mais elle a été beaucoup dans le point de départ qui était leur sens de l'humour à eux, quoi. Tu vois, quand mon cousin fait ça, enfin, tu vois, c'est eux qui sont comme ça. Hein. Et ça, j'étais heureuse de le filmer. Un des grands regrets que j'ai dans la vie, c'est de ne pas avoir filmé leurs pères et leurs oncles, que j'adorais, et mes tantes aussi. Il y avait un truc très, très spécial dans cette famille. Et je ne l'ai pas fait. Alors, voilà. Si personne ne pose une dernière question, on va peut-être s'arrêter là et continuer éventuellement autour. Non, alors là, je voudrais dire un truc là, à ce sujet. Continuer autour d'un verre. Moi, je suis d'accord. Mais je voudrais quand même... Justement, c'est très intéressant cette histoire-là. Continuer autour d'un verre. Parce que la salle de cinéma, elle est comme une agora. Et en fait, on ne dit pas les mêmes choses dans l'agora et autour d'un verre. Vous êtes d'accord? Et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Il faut pas mal le prendre un peu. Je suis d'accord pour le verre, mais c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de toucher du doigt ce lieu-là qu'on a tellement génial de la salle de cinéma, où quand vous parlez, et quand je parle, mais je trouve que vous n'avez pas assez parlé, en fait, on est porté au-delà de nous-mêmes par le lieu, par le fait qu'on ne parle pas à quelqu'un, on parle à beaucoup plus, à une instance, quoi, si vous voulez, à quelque chose de, je sais pas, du collectif, à quelque chose de sacré, de spécial. Et je pense que on doit se servir davantage de ça, du moment, de l'agora, qu'on a dans toutes les salles de cinéma qu'on a la chance d'avoir, et j'espère pour longtemps. Il y a ça, le moment du débat, tu vois, où on est là et où on peut réfléchir ensemble. J'essaye de dire des trucs et je sens bien que ça vous intéresse. Et ça m'aide à essayer de penser quelque chose. Je trouve que vous pourriez en mettre un peu plus du vôtre. Ah, quelqu'un là. Oui, moi je veux bien, mais c'est plutôt c'est une critique. Ah bon, non, pas tant mieux. C'est entre question et... Pardon. Ouais. C'est entre question et réflexion, parce que j'ai eu l'impression à plusieurs moments d'entendre des liens entre une sorte d'exploration de l'espace et qui nous amenait dans le temps, qui passait de l'espace à la mémoire. Et ça m'a... En fait, je l'ai entendu sans vraiment l'entendre, mais ça m'a vraiment intriguée. Et puis je pense que c'est assez fondamental, en fait, comme manière de revenir à nous-mêmes, enfin, d'explorer notre trajectoire, ce qui est quand même un peu au cœur du film aussi pour moi. Donc voilà, j'aimerais voir si vous pouviez revenir un peu sur ces éléments. D'abord, je pense que j'ai été aidée par cette idée d'un seul lieu. Et tu vois, d'un seul lieu où il y avait des projections. Et alors, il y a une spectatrice à, je sais plus où, à Toulouse,
dans un très beau cinéma qui s'appelle, je ne sais plus comment, qui est un cinéma mono-écran, qui a vraiment un endroit merveilleux. Et donc, elle a dit quelque chose qui m'a vraiment intéressée, auquel je n'avais pas pensé. En fait, elle a expliqué qu'il y avait quelque chose de spécial dans ce film, du fait que les archives n'étaient pas plein cadre. C'est-à-dire que les archives, elles sont projetées dans des écrans qu'on regarde. Ce qui fait que, et moi j'ai fait ça grâce à l'inspiration de Marker, 2084, mais aussi il y a un film que vous avez peut-être vu, de David Dufresne. Comment il s'appelle ce film de David Dufresne? Vous voyez, où il confronte des... comment? Un pays qui se tient sage. Voilà, un pays qui se tient sage. Dans un pays qui se tient sage, on voit des projections d'actualité et les témoins qui regardent. Et ça m'avait beaucoup intéressé. Donc la spectatrice à Toulouse, en fait, elle a, par rapport à votre idée du temps là, elle a dit quelque chose d'intéressant au fait qu'il y a deux temporalités, il y a plusieurs temporalités dans une image. Donc on a l'archive et il y a un moment et du présent du cinéma, enfin du moment où on tourne. Donc il y a un moment même où il y a trois temporalités. Quand on met côte à côte l'archive de Marker, le Jolimet et nous, enfin les personnes qui sont en train d'essayer de faire coïncider. Donc il y a plusieurs moments comme ça où dans une image, on a plusieurs temporalités. Et je pense qu'en fait ça fait écho à notre propre façon de réfléchir, en fait, et d'associer dans notre tête. On a plusieurs temporalités en même temps dans notre esprit. Et c'est en fait pas fréquent. Quand on l'a fait, je ne l'ai pas fait en comprenant que je faisais ça. Ça me plaisait de faire ça. Mais je pense qu'elle a eu raison. En fait, il y a quelque chose de, on pourrait dire, quantique, au sens de, vous voyez, d'essayer de faire exister en fait plusieurs temporalités en même temps. Et peut-être que ça fait écho à cette recherche de l'espace et du temps. Du temps dans l'espace, quoi. En fait, dans un espace, on a plusieurs temporalités. Et ça, c'est vrai que ça fait partie sûrement de la joie que finalement j'ai eu à faire ce film, sans tout à fait le comprendre. Enfin, comprendre que c'était pour ça, vous voyez. Et ça, c'est vrai que ce serait intéressant d'aller plus loin sur ce plan-là. Le cinéma n'a pas fini de nous aider. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose là. Non, c'est juste pour revenir à la temporalité, comment vous faites vivre ces différents moments, on va dire même le cinéma. Moi j'ai beaucoup aimé comment vous avez rendu aussi une vie à l'archive et de voir, on va dire, l'aspect un peu de matériel ou à la limite de faire du cinéma et comment Chris Marker faisait du cinéma et comment vous-même vous mettez en scène votre cinéma et ça, et aussi voir, par exemple, votre cousin qui prend la photo avec son téléphone de la diapo, et du coup c'est une autre manière aussi d'approcher l'image, et ça oui, ça a été heureux et comme d'essayer de traverser toutes ces strates de matériaux en fait. Et ça nous était aussi donné par le lieu. Oui, c'est ça. Avec oui, c'est et vrai. là aussi, elle est un peu un lieu comme une machine à remonter le temps. Exactement, oui. Et je pense que c'est ça qui rend c'est vraiment un peu magique. C'est vrai. Et du coup, on retrouve Chris Marker, on retrouve vous et oui, et puis enfin bon, c'est plein de choses, hein, c'est sûr. Les outils aussi, quand mon cousin montre les diapos de ses parents dans cette petite boîte là qu'il a apportée, etc. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des choses qui arrivent par hasard et qu'on saisit. Quand Jean-Ry me dit « est-ce que je peux, avec mon téléphone ?» Mais je me dis, évidemment, je pense à ce que vous pensez, hein, évidemment, là, les cinéastes à l'affût. Je me dis « chic, un autre outil !» Mais voilà, c'est lui qui sort son téléphone, parce qu'on est aujourd'hui. Mais quand mon cousin apporte sa petite visionneuse, là où il met les petites diapos, ou quand on fait la même chose chez mes parents, là, pour le coup,
je lui dis d'apporter ça à Paul quand il vient à Paris pour qu'on puisse regarder les diapos dans cet outil-là, parce que je trouve que, enfin, c'est ce que vous dites, hein, que c'est une autre manière de montrer des images et que ça va me donner quelque chose des strates du temps. Et puis aussi de la manière dont on les regardait quand j'étais enfant. Enfin, voilà, j'ai essayé de trouver des circulations en sachant ce que je faisais, et puis parfois en ne le sachant pas, en fait, hein, et c'est arrivé, quoi. Ouais. Il est toujours là à me filmer, là. En dessous, ça va être horrible. Bon, à la prochaine.